2022. 2. Une phrase claque à Ouagadougou et traverse les écrans africains, rappelant brutalement le prix historique de la dépendance. Deux réalités s'entrechoquent alors. Des mines d'or et de coton qui nourrissent d'abord l'extérieur, et des familles qui comptent chaque franc pour nourrir leurs enfants au Burkina Faso, malgré des richesses visibles sous leurs pieds. Que signifie, pour la vie concrète des Burkinabés, le moment où Ibrahim Traoré affirme que cette équation doit cesser? Et jusqu'où ce défi lancé aux anciennes puissances peut-il aller dans une région déjà sous tension et observée par tout le continent? Cette vidéo promet de décoder sans slogan ce que cachent vraiment les réformes économiques engagées au Burkina Faso depuis 2022. À partir de chiffres concrets et de décisions visibles, elle montrera comment un pays longtemps marginalisé tente de reprendre la main sur ses ressources tout en affrontant sanctions, pressions diplomatiques et insécurité croissante. On suivra, étape par étape, la logique qui relie les discours enflammés entendus dans chaque Ibrahim Traoré interview aux résultats mesurables que l'on observe déjà dans la croissance, la fiscalité et la répartition des revenus miniers. En filigrane, une question centrale reviendra sans cesse. Cette stratégie de rupture peut-elle vraiment offrir un modèle durable pour l'Afrique de l'Ouest, ou restera-t-elle un épisode spectaculaire mais isolé dans les archives de Burkina Faso News? Nous verrons pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient si souvent dans les débats sur l'autodétermination économique et comment l'expression Ibrahim Traoré Burkina Faso est devenue, pour une partie de la jeunesse africaine, le symbole d'un continent décidé à contrôler ses ressources plutôt qu'à subir les règles écrites ailleurs. On peut alors dire qu'en 2023, le PIB du Burkina Faso progresse de 3,5% et la production minière bondit d'environ 15%, malgré les sanctions et les tensions régionales. Derrière ces pourcentages se dessine une rupture méthodique avec un modèle extractif où l'essentiel des profits échappait à l'État et aux populations locales. À son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré s'attaque d'abord aux règles du jeu. Nouvelle loi sur la transparence, fiscalité renforcée, contrôle plus serré des contrats conclus avec les multinationales. Ces mesures ne viennent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans une longue frustration collective face à un système hérité des anciennes puissances coloniales, où l'or, le coton et d'autres ressources quittaient le territoire sans transformer durablement la vie quotidienne. Dans le même temps, la région du Sahel devient un laboratoire explosif. Au Mali, au Niger et dans d'autres pays voisins, une génération qui a grandi avec les crises sécuritaires voit dans cette offensive économique un test grandeur nature de la souveraineté africaine. Le cas burkinabé ne se résume donc ni à un coup de force ni à un simple ajustement technique. Il marque le début d'une bataille prolongée pour redéfinir la place de toute une région dans les échanges mondiaux. Cette bataille ne se joue pas seulement dans les conférences internationales, mais aussi dans les villages miniers, les quartiers populaires de Ouagadougou et les couloirs des administrations où l'on apprend à renégocier les contrats. Elle fait naître de nouveaux équilibres fragiles entre la nécessité de financer l'État, l'urgence sociale et la crainte d'un isolement économique accru. En filigrane, chaque décision prise par le gouvernement Traoré interroge un système plus vaste. Jusqu'où un pays du Sahel peut-il aller pour reprendre le contrôle sans rompre des liens dont il dépend encore pour la sécurité, la monnaie et l'investissement? Et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il pousser cette expérience avant que les résistances internes et externes ne se cristallisent? Pour comprendre ce basculement, il faut descendre au niveau de celles et ceux qui vivent les premières retombées des réformes. Dans une commune rurale, un élu local explique que les nouvelles règles de partage des revenus miniers ont permis de financer enfin une piste praticable toute l'année, là où les camions de minerais
passaient autrefois sans rien laisser derrière eux. À Ouagadougou, un jeune économiste raconte comment les débats déclenchés par la ligne Ibrahim Traoré Burkina Faso l'ont poussé à réexaminer les contrats signés avec certaines sociétés étrangères et à documenter précisément ce qui restait réellement dans les caisses publiques. Ces voix, encore minoritaires mais de plus en plus audibles, deviennent une sorte de fil conducteur pour suivre les effets concrets d'une politique souvent réduite à des slogans. Elle montre que la bataille autour des chiffres se traduit très vite par des choix quotidiens. Routes réparées ou non, écoles ouvertes ou fermées, jeunes qui émigrent ou décident de tenter leur chance dans un pays en recomposition économique. En somme, derrière le discours de rupture, c'est la question de la dignité matérielle minimale qui sert de boussole aux premiers pas de cette expérience. Ces cas ne suffisent pas à prouver le succès durable des réformes, mais ils révèlent un changement de posture. Les habitants ne se contentent plus de commenter la politique nationale, ils demandent des comptes sur la façon dont chaque franc tiré des mines ou du coton est redistribué. Peu à peu, l'idée que le Burkina Faso pourrait écrire ses propres règles économiques cesse d'être une abstraction lointaine pour devenir un critère concret de jugement du pouvoir. Pour mesurer la portée de cette trajectoire, il faut remonter au déclencheur politique. Lorsque le jeune capitaine prend la tête du Burkina Faso en 2022, le pays sort d'années de crise sécuritaire et de désillusions démocratiques répétées. Très vite, la priorité affichée est double. Restaurer la sécurité sur le territoire et reprendre le contrôle des ressources naturelles considérées comme vitales pour la survie de l'État. Ibrahim Traoré annonce des réformes législatives ciblant la transparence des contrats miniers, la révision de certains avantages fiscaux accordés aux multinationales et la réorientation d'une partie des recettes vers les besoins locaux. Ce mouvement enclenche un premier tournant. Les anciennes puissances coloniales et plusieurs partenaires occidentaux dénoncent une dérive populiste puis commencent à brandir l'arme des sanctions et de la réduction de l'aide, espérant freiner un processus jugé trop brutal. Dans le même temps, une partie de la jeunesse burkinabé perçoit ces mesures comme l'ouverture d'une fenêtre historique, où il devient enfin possible de lier sécurité, justice sociale et contrôle des ressources sans attendre le feu vert de l'extérieur. Les mois suivants voient se multiplier les signaux contradictoires. D'un côté, les statistiques économiques commencent à se redresser légèrement. De l'autre, la pression sécuritaire s'accentue dans certaines zones du Sahel, tandis que les tensions diplomatiques se durcissent avec plusieurs capitales européennes. Les discussions autour d'Ibrahim Traoré Interview deviennent alors un lieu de cristallisation. Les partisans y voient la preuve qu'un dirigeant ose s'adresser frontalement aux puissances mondiales. Les critiques y lisent au contraire un risque de confrontation ruineuse pour un pays aux marges de manœuvre limitées. À mesure que la ligne burkinabé s'affirme, l'écho se propage au-delà des frontières. Au Mali et au Niger, d'autres gouvernements remettent eux aussi en cause certains accords économiques jugés déséquilibrés, alimentant l'idée d'un front régional pour renégocier la place du Sahel dans le système international. Ce front reste hétérogène, divisé, soumis à des contraintes sécuritaires, mais il modifie déjà la façon dont les négociations sont menées avec les bailleurs, les armées étrangères et les entreprises extractives. Dans ce décor mouvant, la trajectoire d'Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des fils conducteurs d'une séquence plus vaste, où les coups de force institutionnels et les réformes économiques s'entremêlent pour produire un paysage politique inédit en Afrique de l'Ouest. Ce paysage reste cependant traversé par des contradictions fortes. Les attentes de la population, notamment dans les zones rurales les plus touchées par l'insécurité, augmentent plus vite que les résultats visibles et chaque retard dans la mise en œuvre des projets financés par les nouvelles recettes crée de la frustration. Parallèlement,
Les opérateurs économiques locaux doivent s'adapter à un environnement plus incertain, où les signaux envoyés par l'État alternent entre fermeté souverainiste et besoin de nouveaux partenaires pour compenser les pertes liées aux sanctions. Les mois qui suivent montrent ainsi une succession de phases. Enthousiasme initial, inquiétude devant la réaction des puissances extérieures, puis apprentissage progressif d'un nouvel équilibre où le Burkina Faso teste jusqu'où il peut aller sans basculer dans l'asphyxie financière. Chaque étape de cette chronologie nourrit la suivante, créant un mouvement de va-et-vient permanent entre espoir de rupture et crainte de retour en arrière. On peut alors dire qu'un pays en stagnation, confronté à des finances publiques fragiles, affiche soudain en 2023 une croissance de 3,5%. Cette hausse, relativement modeste à l'échelle mondiale, prend une toute autre signification dans un contexte burkinabé marqué par des années de crise sécuritaire et de dépendance à l'aide extérieure. Elle s'accompagne d'un autre indicateur fort. La production minière progresse d'environ 15%, non pas parce que de nouveaux gisements auraient été miraculeusement découverts, mais parce que l'État resserre le contrôle sur les volumes déclarés et les conditions d'exportation. Chaque point supplémentaire de production contrôlée représente pour le budget national une marge de manœuvre qui n'existait pas auparavant et qui peut être affectée à des dépenses visibles pour la population. Les réformes fiscales, elles, permettent d'augmenter les recettes internes, va d'attirer davantage d'investissements officiellement enregistrés, avec une progression estimée à 12% en 2023 pour certains flux selon les évaluations disponibles. Là encore, il ne s'agit pas d'un miracle soudain, mais du résultat d'un travail de clarification des règles du jeu destiné à rassurer une partie des acteurs économiques tout en rendant plus coûteux les montages opaques. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un scénario de redressement fragile mais réel où un État anciennement cantonné au rôle de guichet d'aide commence à se comporter comme un acteur qui fixe des priorités. La question centrale devient alors la durabilité. Ces gains peuvent-ils résister à la pression des sanctions, aux fluctuations des prix des matières premières et aux aléas sécuritaires qui pèsent sur les infrastructures et les réseaux de transport? Pour Jour Ibrahim Traoré et son équipe, la réponse passe par un pari risqué. Accepter une phase de turbulence en espérant que la consolidation institutionnelle et la diversification progressive de l'économie finiront par stabiliser les progrès enregistrés aujourd'hui. Ce pari se lie ainsi dans la manière dont les autorités présentent les données au public. Les discours insistent sur la transparence des indicateurs, sur la nécessité de comprendre d'où vient chaque franc supplémentaire collecté et sur le lien direct que l'on veut établir entre les chiffres macroéconomiques et les programmes concrets financés dans les communes. Cette pédagogie reste imparfaite, parfois contestée, mais elle reflète une intuition simple. Sans appropriation minimale des réformes par la population, les gains mesurés aujourd'hui peuvent se dissoudre au prochain choc politique ou sécuritaire. En parallèle, les critiques rappellent que ces chiffres demeurent vulnérables. Une détérioration rapide de la situation au Sahel, un durcissement supplémentaire des sanctions ou une chute des cours mondiaux pourrait s'annuler dans quelques mois les progrès de 2023. Il souligne qu'une économie encore très concentrée sur les ressources naturelles reste exposée à des facteurs que le gouvernement contrôle à peine. Les partisans des réformes répondent que ces risques existaient déjà avant, mais qu'ils se combinaient alors avec une dépendance extrême à des décisions prises hors du pays. À leurs yeux, l'enjeu n'est donc pas de supprimer l'incertitude, mais de déplacer progressivement le centre de gravité des choix économiques vers Ouagadougou. En ce sens, les pourcentages de croissance, de production et d'investissement ne sont qu'un début. Ils servent à tester la capacité de l'État burkinabé à tenir un cap souverain dans un environnement où chaque point de PIB se négocie,
au propre comme au figuré, avec le reste du monde. Face à ces évolutions, deux grandes critiques structurent le débat. La première affirme que la stratégie burkinabé relève d'un populisme économique dangereux. En nationalisant de fait la décision sur les ressources naturelles, le pays risquerait de faire fuir les investisseurs, de se couper des marchés financiers et de s'isoler diplomatiquement dans une région déjà instable. Selon cette lecture, les sanctions imposées par certaines puissances étrangères seraient le simple prolongement logique d'une ligne jugée trop agressive, et le coût final de cette confrontation retomberait surtout sur les populations les plus pauvres. La seconde critique, plus technique, insiste sur les limites structurelles d'un modèle encore très dépendant des exportations de matières premières. Tant que l'économie burkinabé ne se diversifiera pas vers l'agriculture à valeur ajoutée, l'industrie ou les services, les gains obtenus grâce aux nouvelles règles minières resteront vulnérables aux fluctuations mondiales. Les défenseurs des réformes reconnaissent une partie de ces arguments, mais soulignent que le statu quo antérieur ne protégeait pas davantage le pays. Ils rappellent que la dépendance à l'aide internationale, combinée à des contrats déséquilibrés, n'avait ni stabilisé la situation sécuritaire, ni permis de sortir durablement la majorité de la population de la pauvreté. À leurs yeux, la démarche engagée sous la houlette d'Ibrahim Traoré consiste moins à rejeter le monde extérieur qu'à renégocier au cas par cas les termes de l'intégration. Ils acceptent l'idée que cette renégociation comporte des risques, mais considèrent qu'ils sont préférables à la reproduction indéfinie d'un modèle qui a déjà montré ses impasses. En d'autres termes, le véritable choix ne se situe pas entre risque et sécurité, mais entre deux formes de risque. Celui de l'affrontement ouvert pour plus de souveraineté, et celui, plus discret, de la résignation à une dépendance perpétuelle. Ce renversement de perspective ne règle pas tous les désaccords, mais il oblige les observateurs à comparer concrètement les coûts et bénéfices des différents scénarios, plutôt que de supposer que le maintien de l'ordre établi serait automatiquement synonyme de stabilité et de prospérité. Au milieu du chemin, rien n'est joué. À ce stade, le Burkina Faso ne peut plus revenir entièrement en arrière, mais il n'a pas encore démontré qu'un modèle durable peut émerger de cette phase de confrontation. Le midpoint de cette expérience se lit dans une double réalité. D'un côté, les premiers bénéfices mesurables des réformes se consolident, de l'autre, les tensions sécuritaires et diplomatiques restent suffisamment fortes pour menacer ces acquis. Les prises de parole d'Ibrahim Traoré, souvent reprises dans chaque nouvelle Ibrahim Traoré interview, mettent désormais l'accent sur la nécessité de transformer la colère en organisation et l'espoir en institutions capables de résister au choc. Cette inflexion signale que le temps des proclamations symboliques cède progressivement la place à celui des arbitrages difficiles, où chaque décision budgétaire doit concilier souveraineté affirmée et contraintes très concrètes de gestion quotidienne. Autrement dit, le projet ne se joue plus seulement sur la scène internationale, mais dans la capacité de l'État à tenir ses promesses auprès de ceux qui supportent directement le poids de la transition. C'est à cette croisée des chemins que se décide si l'expérience burkinabé deviendra un précédent structurant pour la région ou un épisode vite rangé au rayon des tentatives avortées. Les conséquences concrètes de cette trajectoire se lisent différemment selon les groupes concernés. Pour les ménages urbains et ruraux les plus modestes, la première attente porte sur les services de base. Écoles, centres de santé, routes praticables en saison des pluies. Dans certains territoires, des projets financés par les nouvelles recettes minières commencent à se matérialiser, mais le rythme reste inégal, la perception d'injustice persiste, là où les mines fonctionnent sans changement visible du quotidien. Pour les petits entrepreneurs, commerçants et agriculteurs, la question centrale est celle de la prévisibilité. Ils observent avec prudence les annonces de réformes fiscales et la réorientation des investissements, se demandant si la nouvelle ligne Ibrahim
Traoré Burkina Faso débouchera sur un environnement plus lisible ou sur une succession de chocs réglementaires. Certains saluent la volonté de réduire la corruption et les arrangements opaques, tandis que d'autres craignent que la période de transition complique l'accès au crédit et renchérisse certains coûts d'importation. Pour la jeunesse, notamment dans les villes, les effets sont autant symboliques que matériels. Le fait de voir un dirigeant s'adresser frontalement aux anciennes puissances coloniales et de suivre, via les réseaux sociaux et les formats proches d'une Ibrahim Traoré interview, une argumentation centrée sur l'autodétermination crée un sentiment de reconnaissance longtemps absent. Ce sentiment ne remplace pas l'emploi, mais il nourrit une mobilisation civique plus intense, avec des collectifs qui surveillent l'utilisation des ressources, commentent les budgets et exigent des comptes sur les promesses de redistribution. Pour les voisins du Burkina Faso, les acteurs régionaux, enfin le pays, porté par la figure d'Ibrahim Traoré, devient un cas d'école. Les gouvernements du Mali, du Niger et d'autres États du Sahel observent de près la manière dont Ouagadougou négocie avec les bailleurs, les organisations régionales et les partenaires sécuritaires. Ibrahim Traoré est régulièrement cité dans les débats comme l'exemple d'un dirigeant prêt à encaisser un coût économique à court terme pour affirmer la souveraineté, tandis que ses détracteurs y voient un précédent susceptible d'alimenter de nouvelles ruptures institutionnelles dans la région. Pour les chancelleries étrangères, chaque rapport de Burkina Faso News et chaque indicateur de croissance devient un signal à interpréter. Faut-il adapter les politiques de coopération, maintenir la ligne dure des sanctions ou chercher de nouveaux compromis? Au croisement de ces quatre perspectives, une même question revient en boucle. Les bénéfices tangibles des réformes réussiront-ils à compenser, aux yeux des différents groupes, les coûts immédiats d'un affrontement prolongé avec l'ordre économique établi? Pour de nombreux Burkinabés, la réponse se construit au jour le jour, à partir d'indices fragmentaires. Une route réparée ici, une fermeture d'usine là, un nouveau centre de santé ouvert dans une commune, un projet gelé dans une autre. Cette mosaïque d'expériences concrètes nourrit à la fois l'espoir d'un changement structurel et la crainte que les sacrifices imposés ne débouchent pas sur les transformations promises. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois scénarios se dessinent. Dans le scénario de base, les tendances actuelles se prolongent. La croissance reste modeste mais positive, autour des niveaux atteints en 2023. Les recettes minières continuent d'augmenter légèrement et les sanctions demeurent contenues, sans basculement vers un isolement complet. Dans ce cas, l'enjeu principal pour le Burkina Faso serait de stabiliser les mécanismes de redistribution et de renforcer les institutions chargées du contrôle des ressources afin que les gains ne restent pas concentrés dans quelques secteurs ou régions. Dans le scénario optimiste, un recul relatif des tensions sécuritaires dans certaines zones du Sahel, combiné à un assouplissement de la pression internationale, permettrait d'accélérer les investissements dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Les signaux positifs envoyés par un État plus transparent pourraient alors attirer de nouveaux partenaires prêts à accepter les nouvelles règles du jeu, ouvrant la voie à une diversification progressive de l'économie au-delà des seules ressources naturelles. Dans le scénario le plus défavorable, au contraire, une montée des violences et un durcissement des sanctions pourraient réduire à néant les gains enregistrés en 2023. Les recettes publiques stagneraient ou reculeraient, les projets d'investissement seraient suspendus et la pression sociale augmenterait fortement au risque de fissurer le soutien actuel aux réformes. Il serait tentant d'assigner une probabilité précise à chacun de ces scénarios, mais l'incertitude régionale rend cet exercice hasardeux. Plus utile est peut-être une recommandation de méthode. Observez attentivement comment l'État burkinabé utilise chaque marge de manœuvre disponible et se demander à chaque décision
si elle renforce ou affaiblit la capacité du pays à résister aux chocs futurs. Autrement dit, la question n'est pas seulement de savoir quel scénario se réalisera, mais de comprendre comment les choix présents pèsent sur la forme que prendra inévitablement le prochain tournant. Si le gouvernement parvient, même en situation de contrainte, à maintenir une certaine cohérence dans l'affectation des ressources et à protéger les secteurs les plus essentiels pour la population, le scénario de base pourrait se transformer progressivement en trajectoire de consolidation. A l'inverse, si les marges de manœuvre sont dilapidées dans des dépenses peu lisibles ou des compromis de court terme, le scénario défavorable gagnera du terrain, quelles que soient les intentions affichées dans les discours. Pour un spectateur qui regarde cette séquence depuis l'extérieur, ces enjeux peuvent sembler lointains. Pourtant, ils touchent directement plusieurs cercles de public. Les diasporos, les diasporas burkinabées et africaines, d'abord, suivent de près l'évolution de la situation, car chaque inflexion des réformes peut influencer leur décision de revenir s'installer, d'investir ou de soutenir des projets locaux. Les citoyens d'autres pays du continent, ensuite, voient dans ce laboratoire burkinabé un miroir de leur propre frustration face à la dépendance économique et aux contrats opaques. Pour eux, les débats relayés par Burkina Faso News ne se réduisent pas à un simple affrontement politique, mais ouvrent une réflexion plus large sur la capacité de l'Afrique à définir ses priorités sans se voir imposer des choix extérieurs. Enfin, les observateurs internationaux, qu'ils travaillent dans des institutions financières, des ONG ou des universités, doivent se confronter à une question inconfortable. Jusqu'où leurs analyses ont-elles, par le passé, sous-estimé le coût humain du maintien de l'ordre économique existant? Sans adopter de position militante, chacun peut néanmoins se demander ce que signifierait, dans son propre champ d'action, le fait de prendre au sérieux l'exigence d'autodétermination économique portée aujourd'hui par une partie du Sahel. Il peut s'agir d'interroger les chaînes d'approvisionnement, de revisiter certains partenariats ou simplement de prêter une attention accrue aux voix qui, sur le continent, défendent des modèles alternatifs. Dans tous les cas, l'expérience burkinabé rappelle qu'aucun débat sur la souveraineté n'est abstrait. Il se traduit toujours, à terme, par des changements concrets dans la façon dont chacun consomme, investit, négocie ou informe. Prendre le temps de comprendre ces enchaînements, plutôt que de les réduire à des jugements rapides, est déjà une forme de responsabilité partagée. Si l'on tente de dégager une feuille de route à partir des réformes déjà engagées, plusieurs étapes clés se dessinent. La première consiste à consolider les instruments de transparence sur les ressources naturelles. Publication systématique des contrats, contrôle indépendant des volumes extraits, traçabilité des revenus et suivi citoyen de leur utilisation. Sans cette base, les gains de croissance resteront toujours contestés et fragiles. La deuxième étape est de sécuriser les dépenses prioritaires, notamment en matière d'infrastructure, d'éducation et de santé, afin que chaque franc issu des mines ou d'autres secteurs stratégiques soit associé à des améliorations visibles dans la vie quotidienne. La troisième consiste à engager, même progressivement, une diversification économique qui réduisent la dépendance aux matières premières et ouvrent des perspectives aux jeunes en dehors des seules activités extractives ou informelles. Une quatrième étape, plus politique, implique de renforcer les institutions chargées de l'arbitrage et du contrôle pour éviter que la concentration des pouvoirs autour de l'exécutif ne compromette la durabilité des réformes. Dans chacune de ces étapes, le rôle d'Ibrahim Traoré ne peut pas être le seul point d'attention. L'enjeu est de savoir si les mécanismes mis en place survivront à son mandat et s'adapteront aux futurs dirigeants. Autrement dit, le véritable test de souveraineté ne se jouera pas uniquement dans les discours ou les confrontations diplomatiques,
mais dans la capacité d'un État burkinabé institutionnellement renforcé à poursuivre, corriger ou approfondir la trajectoire amorcée sans repartir de zéro. À terme, c'est cette continuité possible au-delà des personnes qui dira si l'expérience actuelle aura servi de simple parenthèse ou de fondation pour un modèle plus stable. Pour conclure, il faut revenir vers celles et ceux qui, loin des tribunes internationales, donnent un visage humain à cette transition. On peut imaginer l'élu local qui, dans sa commune, voit enfin une route réparée grâce à des recettes autrefois invisibles, ou le jeune économiste de Ouagadougou qui passe ses soirées à éplucher les chiffres pour vérifier que les promesses de redistribution se traduisent bien dans les budgets. Pour le nom d'Ibrahim Traoré n'est ni un slogan ni un fétiche, il représente la possibilité, fragile mais inédite, que la politique économique cesse d'être un langage lointain et opaque. Ils savent que la route sera longue, que les sanctions peuvent s'aggraver, que les chiffres peuvent replonger, mais ils mesurent aussi ce que signifie pour la première fois discuter ouvertement de contrats, de pourcentages et de priorités budgétaires. Leur exigence tient en une idée simple. La souveraineté n'a de sens que si elle se traduit dans la vie ordinaire. Là se mesure, en silence, la promesse faite au peuple. Et cette fois, le test se jouera au ras du quotidien. Au moment de fermer cette séquence, l'enjeu dépasse largement le seul Burkina Faso. Ce qui se joue à travers les réformes et les confrontations actuelles touche à la manière dont un continent se pense face aux règles économiques mondiales. Pour les spectateurs qui suivent ces évolutions, la question n'est pas seulement d'approuver ou de rejeter la ligne défendue aujourd'hui à Ouagadougou. Elle est aussi de savoir quel type de débat public ils souhaitent encourager. Ceux qui réduisent l'expérience burkinabé à quelques images rapides, ou ceux qui prennent le temps d'examiner les chiffres, les contraintes et les choix réels. Dans un paysage médiatique saturé, chaque partage, chaque commentaire, chaque discussion autour de Burkina Faso News ou d'une Ibrahim Traoré interview contribue à façonner la perception de ce tournant. Une invitation douce peut consister à ouvrir l'échange, confronter les lectures, poser des questions précises, demander des éclaircissements plutôt que des verdicts définitifs. En fin de compte, la vraie interrogation reste ouverte. Que voulons-nous retenir de ce moment où un pays du Sahel tente de redéfinir sa place dans le monde?